bienvenue sur la chaîne de Kinkela Wamazulu. Aujourd'hui, on a une interview spéciale avec Monsieur Kinkela Wamazulu tout de suite. Alors, sans plus autant tarder, je vais vous présenter à Monsieur Kinkela Wamazulu. Alors, bienvenue sur la plateforme. Merci bien. Alors, Monsieur Kinkela Wamazulu, depuis un certain temps, beaucoup de personnes vous suivent sur votre site kinkelawamazulu.com et aussi sur Facebook et sur les chaînes YouTube. Et vous venez avec des arguments qui sont très intéressants et provocatifs aussi. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question pour vous présenter. Qui êtes-vous? Merci pour cette question. Je suis Kissa Kinkela Wamazulu et connu sous le nom de Kinkela Wamazulu. Qui je suis? Je suis un historien de formation économique, mais j'ai passé de longues années dans une recherche approfondie. Je suis spécialisé en histoire antique, l'histoire des antiques civilisations, et j'ai une certaine expérience dans les cas de l'hypnose, dans la psychanalyse non conventionnelle, c'est-à-dire pour tout ce qui regarde les sciences quantiques, dans la biologie quantique, à la physique quantique, à la psychologie quantique et en suivre. Et dernièrement, dans les dernières années, je me suis aussi intéressé, suivant l'exemple du professeur Kourado Malanga de l'université de Pisa, au phénomène qu'on appelle abduction, que j'espère que tout le monde connaît. Merci bien. Alors, voilà, donc je pense que c'était très intéressant pour tout le monde qui nous suit. Et l'autre question que je voulais poser, c'est, vous avez parlé d'un background de économie. Ouais. Et comment est-ce que vous êtes entré dans la politique? Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est le passé, que vous avez parlé de la politique historique, qui est vraiment un thème dont on n'en parle pas beaucoup sur le continent africain. Oui, la question sur la politique est une question très importante, surtout qu'il faut vraiment aller en profondeur pour comprendre la notion politique telle qu'exercée en Afrique post-coloniale, parce que l'Afrique, du point de vue politique, est restée figée dans le passé, dans un passé colonial. Et depuis l'époque coloniale, il y a eu un démembrement, c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique a été démembrée, une tête décapitée, où on a tout ce qui est venu après seulement, disons, fils de l'idéologie coloniale. En fait, en entrant en profondeur dans l'histoire de l'Afrique ou de l'histoire du peuple noir, du monde noir, on découvre toute autre chose. Cela m'a apporté, disons, à une éveil politique, parce qu'il y a un link manquant, un devoir de celui qui comprend les choses et de ce pouvoir, disons, diffuser l'information. Quand j'ai réalisé combien l'histoire politique, l'histoire administrative de l'Afrique antique était différent de l'Afrique coloniale et post-coloniale, j'ai senti un devoir, ou disons une vocation, m'appelant à intervenir à ces points, en informant le monde sur ces grands changements. Et surtout, comme nous verrons, comme les articles que je diffuse sur mon site les montrent largement, ces changements et représente un très grand danger, un danger que nous devons conjurer à tous les prix. Et ceci est la raison pour laquelle j'ai décidé de descendre dans l'arène politique, non pour l'objectif de faire politique, mais plutôt pour apporter une alternative. Une alternative qui n'a rien de nouveau, parce que comme nous le savons, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Une alternative que nos ancêtres connaissaient déjà, une manière de vivre la vie, de faire la politique, de vivre la politique qui soit complètement différente et puisse permettre l'émancipation de l'identité, un temps intérieur qu'extérieur de l'homme noir, et aussi son évolution à travers les âges dans les temps futurs. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez vraiment parlé de vivre la politique, qui est vraiment un thème qui est très intéressant, parce que beaucoup de personnes pensent que faire partie de la politique, ça veut dire être une personne qui est dans un parti politique, par exemple, ou un député
Alors, avec ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, avec ça, je vais rappeler, disons, on dit mettre en cause ou rappeler ramener à la mémoire les livres verts du docteur Kadhafi, qui a donné une notion très importante sur la notion de la politique. Un parti politique, c'est un groupe d'individus qui ont un objectif personnel. Et généralement, dans la politique coloniale et post-coloniale, ce sont des objectifs qui ne coïncident pas avec les intérêts nationaux, mais ce sont des intérêts personnels et partitiques, parce qu'on dit parti. Quand on dit parti politique, ça dit c'est un parti séparé du tout. Tu vois, ce n'est pas avec les tout, c'est bien séparé. Et les intérêts disons, l'histoire le démontre, en référence à l'histoire africaine, chaque fois qu'un parti politique est venu, disons, a pris le pouvoir, c'était pour faire ses intérêts propres. Un parti politique est fruit du clientélisme colonial, comme nous l'avons vu, en l'estar même, disons, du pouvoir colonial. Très intéressant. Et je pense qu'en parlant du pouvoir colonial, on peut aussi passer vers un des thèmes que vous évoquez vraiment beaucoup dans votre site et aussi dans les articles que vous publiez, dans les vidéos que vous faites. Vraiment un thème que vous explorez vraiment largement, je dois l'admettre. Alors, c'est bien le fait que beaucoup de personnes, quand ils parlent par rapport à l'aspect de la politique africaine, on parle de l'aspect colonial, du passé historique et tout. Mais par contre, pour vous, il y a vraiment, vous avez fait un lien qui est très, très particulier. C'est le fait que vous avez rapproché la politique africaine et surtout celle de la République démocratique du Congo, dont vous appelez non démocratique du Congo, en fait. Ouais. Vous avez rapproché donc vous avez rapproché le pays ou cette politique au fascisme, que je trouve très, très intéressant. Et donc, c'est pour cela que je voulais faire une interview avec vous, tout de bien pour bien comprendre comment est-ce qu'on a le fascisme se retrouve en Afrique, vraiment. Comment est-ce que le fascisme se retrouve en Afrique tout d'un coup? Ouais, ça c'est une question bien très intéressante. En fait, j'en suis arrivé en faisant un étude, ce qu'on appelle dans l'histoire un étude comparative parallèle. Alors, c'est un principe, c'est-à-dire si dans un panier à gauche j'ai du chocolat, ok, dans un panier à droite j'ai du chocolat, peu importe s'il y a du chocolat est blanc ou noir, c'est quand même du chocolat. Alors, partant de ces principes, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, à la fin de 1945, on nous a dit que le nazisme était mort. Ok, parce qu'ils avaient été bâtis. Quand on rentre un peu dans le monde du cinéma, on sait voir aussitôt que tous les films normaux, dans une situation normale d'un film, quand une personne veut faire une enquête ou bien faire quelque chose de grand, qu'est-ce qu'on fait? Il fait semblant d'être mort. Quand on est mort, on est invisible. Et c'est ce qui a fait un peu dans l'histoire du monde des nazismes. Les nazis ont prétendu mourir en réalité pour opérer, comment on dit, underground, opérer dans l'ombre, dans l'obscurité, et continuer son projet dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on met en parallèle, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, quand on met en parallèle, comme vous pouvez bien le voir dans les articles que j'ai publiés sur mon site, disons, la mentalité, les modalités de faire du régime Kabila, de Joseph Kabila, on se rend compte qu'on se retrouve exactement avec ce sont les mêmes techniques, les mêmes modalités employées par les régimes nazis en Allemagne. Comme je dis souvent, la distance dans le temps et de l'espace ne doit pas nous conduire en erreur. Okay? Parce qu'on on a tendance à dire que les nazis c'est une histoire blanche et occidentale. Cela n'est pas vrai parce que en Occident et en Afrique, les modalités sont les mêmes, ils sont restés les mêmes. Seulement la couleur des peaux a changé, la référence géographique a aussi changé. Mettant en parallèle les objectifs, les modalités, la répression, les tentatives, disons, de transformer un pays entier en un camp de concentration, est une philosophie, est une idéologie proprement naziste. C'est à ce point que j'ai dénoncé
je porte ces programmes de dénoncer l'infiltration nazie en Afrique en référence à la République démocratique du Congo, mettant en parallèle comment les événements nazis de 1940-45 et celui kabiliste, je dis nazi Kabilo ou Kabilo nazi sont pratiquement en parallèle et démontrent les mêmes intérêts. Cette clé de lecture nous a permis de pouvoir faire même plus en rentrant dans l'histoire de l'Afrique depuis les massacres ou disons les massacres de Tutsis, les génocides rwandais, en lisant, en réalisant les mêmes événements avec à la tête le nazisme, les choses ont beaucoup plus de sens, malheureusement. Il est triste de les reconnaître, mais les choses ont beaucoup plus de sens. Nous sommes devant, nous avons ignoré une réalité, la croyant mort. Mais le nazi n'est pas mort. Le nazisme, c'était seulement caché. Et nous le revoyons aujourd'hui rentrer avec force en Afrique et en référence à la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui m'a porté à travailler avec les présidents Gigal des Congolais, les Congo Support Group, qui est le président pour ceux qui regardent le nord-est de l'Angleterre. J'ai eu à parler profondément avec lui quand il m'a, disons, autorisé ou disons permis de devenir les représentants pour le Congo Support Group en Écosse. Nous en avons parlé ensemble pendant longtemps et réaliser ces dangers permanents et surtout les besoins qu'il y a de faire lumière, de réaliser ces grands dangers. Pourquoi? Vous vous demanderez, Kabila reste dans une forme d'impunité. Écoute, quand d'autres pouvoirs comme Kadhafi, comme en Iran et autres il a été possible de les mettre de côté, a été aussi facile. Mais avec Kabila, les choses semblent d'un mandat à un autre. Pourquoi? Parce que les réseaux nazis internationaux sont derrière lui. Cela justifie comment un petit garçon, ou disons à l'époque où il prend le pouvoir à la mort de son père, avec tous les grands politiciens de l'époque, c'est un jeune garçon qui prend le pouvoir. Comment? Cela est resté un point d'interrogation. Mais en y mettant la clé nazie à l'intérieur, on se rend compte qu'il y avait un grand pouvoir derrière ses épaules. Ces pouvoirs derrière beaucoup de choses. C'est quoi le nazisme? Le nazisme, c'est le père de l'esclavage. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez presque touché à la question qui allait suivre. C'était bien évidemment comment parler de fascisme ou encore de nazisme en Afrique, dans le sens où, pour beaucoup de gens, le nazisme est tombé avec la tombée du gouvernement nazi d'Hitler, bien sûr, en Allemagne. Mais il y a une autre chose aussi, c'était que par rapport à l'aspect du jour, à l'époque, le nazisme, c'était un mouvement principalement contre la nation juive. La nation juive, oui, comme tout le monde a prévu. Mais comment est-ce possible de faire ce parallélisme pendant que au Congo, il n'y a vraiment pas une grande population juive? Alors, est-ce qu'on parle du nazisme comme dans le temps, où on parle de l'idéologie, où on parle pratiquement de l'impact du nazisme, où on parle d'un programme ou d'un projet un peu plus global? Ah, merci pour la question. La question nazisme encore a été très peu exploitée et il est très peu connu. Les 4-5 livres écrits sur le nazisme ne disent généralement pas grand-chose. C'est quoi les nazis? Les nazis, c'est le retour à l'esclavage. Vous avez vu les camps de concentration, à quoi ils servaient. Dans les camps de concentration, les gens n'étaient pas seulement prisonniers, mais les gens travaillaient gratuitement. Alors, le nazisme, c'était le retour de l'esclavage du temps ancien, de l'Europe ancienne, d'où le nom même esclave vient du mot slave. C'était l'époque où l'esclavagisme était pratiqué partout dans le monde entier. Tout le monde était esclave. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Il y a eu une reconstruction, une tentative ou un rodage qui a marché. Alors, maintenant, aujourd'hui, elle rentre sur une échelle globale. Pourquoi les Congo, pourquoi l'Allemagne ou la différence, il n'y en a pas tellement. Pourquoi? Parce que les Congo, du point de vue de la thermodynamique ou disons de la géostatique, c'est le centre du monde. Et il est important qu'un mouvement commence de ce genre. Pourquoi? J'ai donné un exemple très souvent qui passe inaperçu aux yeux des gens.
l'Afrique a été définie la terre de la pauvreté et de la souffrance. Ce qui a fait qu'un noir qui souffre était devenu une chose normale pour tout le monde. Alors, les Noirs soumis au nazisme, en fait, si les nazis aujourd'hui sortaient dans un autre environnement que l'Afrique, elles seraient tout de suite combattues. Mais comme si les nazis s'imposaient aujourd'hui en Afrique, comme on est en train de les voir, elles seraient acceptées. Pourquoi? Parce qu'à travers les temps, on a voulu donner l'image de l'Afrique comme un territoire pauvre, mourant et souffrant. Et donc, c'est normal. C'est comment on dit, une proie simple et facile à l'affirmation, les retours du nazisme en utilisant l'Afrique et les Congo dans ces circonstances comme une voie d'entrée ou des retours est un succès garanti. Pourquoi? Parce que les misères noires ou les misères congolais, les Congos qui a passé plus de 25 ans de guerre, aujourd'hui n'intéressent plus à personne. C'est-à-dire les gens qui meurent à Congo. Vous avez vu en France quand quelqu'un est mort, il y a eu des grands soulèvements internationaux partout dans le monde. Mais des millions de gens qui meurent à Congo n'intéressent plus personne. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas les Noirs pour souci du racisme. C'est seulement que cette identité a été affichée aussi très longtemps et les gens se sont habitués à cette modalité de faire. En fait, ce sont des Noirs qui meurent, bon, ils sont morts, quoi. Et pour les nazismes, cela a été prévu, cela faisait partie de leur calcul et on en comprend aujourd'hui la débouchée. Ah, c'est très intéressant en fait, c'est vraiment très intéressant. Alors, juste pour essayer avant de terminer, parce qu'il ne reste plus que quelques minutes avant de terminer, je voulais vous poser une question par rapport à votre background, encore une fois, donc votre passé. Et je vois bien que vous avez dit que vous avez vécu en Italie. Alors, la question qui m'intéressait, c'était de savoir combien de langues vous parlez et aussi l'histoire de combien de peuples vous avez étudié. Ok, je parle couramment, disons, les français, l'anglais, l'italien, disons un peu d'espagnol. J'ai été en Chine, je parle un peu de chinois, un peu de russe. Et dernièrement, je suis en train d'apprendre le gaélique, qui est une langue écossaise aussi. Je parle le swahili, le lingala, le bambara, qui est une langue du Mali, et aussi le kikongo, qui est une langue de ma patrie d'origine. Wow, vraiment. Donc, je vois bien qu'il y a aussi un lien avec les langues antiques aussi, que vous aimez Ouais, les beaucoup. langues antiques, oui, c'est ce qui est, combien d'histoires de peuples j'ai étudié. Moi, j'ai fait une démarche assez personnelle dans l'étude, après avoir complété les études historiques et autres. J'ai étudié les antiques civilisations et les mouvements de certaines caractéristiques péculières, c'est-à-dire depuis l'Atlantis que tout le monde donne pour un continent mythe. Je peux vous assurer que ce continent a bien assuré, pas dans les connotations de l'histoire comme elle est présentée aujourd'hui, de l'Atlantis, je suis arrivé, de l'Atlantis, je suis passé à ce que nous appelons les Mours, les Mouria. Après les Mouria, il y a eu la civilisation égyptienne. Après la civilisation égyptienne, nous avons eu celui de la Babylonie. La Babylonie qui a porté aujourd'hui à la grande civilisation, c'est-à-dire une forme de premier sur la civilisation, ce qui est les États-Unis, comme un point de repère historique. C'est-à-dire, je passe à travers ces temps-là, notamment l'histoire du peuple humain va beaucoup plus loin. Avant Atlantis, il y a beaucoup plus d'autres peuples qui ont été étudiés, parce qu'aujourd'hui l'histoire actuelle nous dit que on est passé de Homo sapiens et autres, mais en réalité l'histoire antique sur les points quantiques nous dit qu'il y a plus de 60 millions d'années l'être humain a été développé comme nous le sommes, nous et moi, et puis il y a retroulement des os des géants partout dans le monde, dans l'île de la Sardinia, de la Sardaigne, et beaucoup d'autres retrouvailles qui ont marqué, disons, qui ont démontré que l'histoire moderne et classique comme nous la connaissons a beaucoup de questions à répondre. Et en fait, nous sommes en train de faire ces démarches. Alors, donc, je vous remercie beaucoup. Alors, on va passer à une petite détente avant de terminer. Donc, on vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette émission. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Encore une fois, on était sur le site de M. Kinkel Mazulu. On a parlé à propos des informations. Et pour nous contacter, veuillez utiliser l'adresse email qui va apparaître dans quelques instants. Alors, l'adresse email, cliquez là au Mazulu,